Et pour les conclusions de cette convention, je vais demander à des présidents de venir nous rejoindre, peut-être successivement, mais vous resterez ensuite avec nous sur cette scène pour la photo finale avec toute la famille, les différents intervenants qui viendront nous rejoindre aussi. Je vais demander à Monsieur Lenormand, dans un premier temps, de venir nous rejoindre, président de la Fédération régionale du bâtiment. Je vous en prie. Monsieur le Président du Conseil régional, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Conseil régional, Monsieur le Président de la Fédération du bâtiment, mon cher Didier, Mesdames et Messieurs les élus, les représentants de la région, des collectivités territoriales et locales, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, et mon cher Bruno Joncourt, maire de Saint-Brieuc, qui nous a rejoints tout à l'heure. Nous venons de passer une matinée enrichissante, réaliste et porteuse d'espoir pour l'avenir du bâtiment. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des intervenants pour ces échanges qui nous ont permis de prendre de la hauteur nécessaire pour analyser l'évolution de l'acte de construire, pourquoi et comment nous le faisons, et tout ce qui reste à faire. Permettez-moi d'évoquer maintenant l'actualité et les priorités de notre fédération au regard notamment des grands enjeux d'évolution des modes constructifs que nous avons pu aborder ce matin. L'actualité économique tout d'abord, avec une conjoncture qui continue d'être défavorable pour l'ensemble de la filière construction. En ce début d'année et après 5 années de baisse continue de notre volume d'activité, les carnets de commandes, autour de 3 mois de travail par salarié, restent courts. Les prix sont toujours bas et la rentabilité des entreprises est en recul. Tout cela induit une menace sur l'emploi. Au regard des différents marchés de la construction, celui de la maison individuelle, pourtant très dynamique en Bretagne, s'est encore comprimé. Plus globalement, celui du logement neuf s'est porté à hauteur de 18 600 logements pour l'année 2013, pour un niveau normal qui devrait se situer autour de 25 000 logements. Il nous manque 7 000 logements par an. Qu'en est-il du marché de la rénovation censé prendre son envol? Aujourd'hui, nous rénovons 22 000 logements, ce qui est loin de répondre aux besoins de rénovation du parc de logements existants, dont plus de la moitié a été construit entre 1950 et 1970 en l'absence de réglementation thermique. Autre priorité, avec l'actualité sociale, dont le dispositif pénibilité et son incroyable complexité nous inquiètent. Avec des fiches d'exposition à la pénibilité que nos entreprises sont censées remplir à chaque chantier, ce dispositif est tout sauf simple. Au-delà du risque prévisible de dégradation du climat social de l'entreprise, déjà fragilisé par la crise, ce nouveau casse-tête aura un coût exorbitant qui, dès 2015, pourrait être de 1,8% de la masse salariale des entreprises. Ce dispositif pénible et coûteux et aux antipodes du choc de simplification de l'acte de responsabilité et du pacte de responsabilité proposé par le gouvernement. On ne peut pas donner d'une main et reprendre de l'autre. Il représente donc une menace pour la pérennité des entreprises de bâtiment, déjà fortement impactées par le poids des normes, la concurrence des travailleurs détachés et les nouvelles réglementations en matière d'apprentissage, véritable frein au recrutement des jeunes dans les entreprises. Il s'agit là d'un point crucial pour l'avenir de la profession et le renouvellement des effectifs salariés. Alors, dans ce contexte, quelles sont les opportunités et les priorités d'action de notre fédération? Notre première chance, c'est vous, les artisans, les entrepreneurs. C'est la force de notre secteur de bâtiment, avec 19 250 entreprises dans tous les territoires qui concourent avec 60 000 salariés et 80 000 actifs à répondre aux enjeux d'amélioration du cadre de vie des Bretons. Notre priorité est donc de vous accompagner avec vos fédérations départementales pour vous faciliter le quotidien et créer les conditions favorables à notre développement auprès de l'État et du Conseil régional notamment. En région, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur l'ensemble des acteurs de notre filière, les bailleurs sociaux, les promoteurs, aménageurs, lotisseurs, constructeurs de maisons individuelles avec qui nous partageons des préoccupations et agissons.
Ainsi, dans le cadre du pacte d'avenir pour la Bretagne, ensemble, nous préparons une convention d'application sur l'avenir du logement sur la base de 10 propositions en lien avec les services de l'État. Notre objectif étant d'atteindre les 25 000 logements neufs nécessaires à la Bretagne. Nous devons gagner 7 000 logements par an, 25% de plus qu'aujourd'hui. Autre sujet d'espoir, les enjeux de la transition énergétique. Ainsi, avec l'objectif partagé de l'État et de la région de rénovation de 45 000 logements, d'ici 2020, les entreprises de bâtiment devraient pouvoir compter sur ce marché. Mais attention, les moyens techniques et surtout financiers devront être à la hauteur de l'enjeu, et ce, dès maintenant. Il nous faut aussi prévoir des objectifs et des moyens intermédiaires d'ici 2020 et s'appuyer sur les dispositifs innovants de tiers-financement et disposer d'un fonds de garantie régional. D'ici 3 mois, les entreprises qui voudront répondre aux demandes de travaux de rénovation énergétique des particuliers devront être RGE. Alors que 900 entreprises sont aujourd'hui RGE en Bretagne, nous estimons qu'il faudrait multiplier par 3 leur nombre, soit 3 000 entreprises RGE pour pouvoir répondre à ce marché. Là encore, votre fédération vous accompagne par la mise en place de formations pour obtenir cette mention RGE et la qualification. Enfin, dernier motif d'espoir, des objectifs ambitieux de l'État et de la région Bretagne, déclinés en 4 dispositifs majeurs. Le pacte d'avenir, le nouveau contrat de plan État-région, le plan bâtiment durable breton et le plan de rénovation énergétique de l'habitat. À l'issue des premières assises de l'automne 2012, vous preniez l'engagement, Monsieur le Président Massiot, d'engager le chantier du plan bâtiment durable breton. Après plus d'1 an de débat, sur la base d'une large concertation et application des acteurs, dont nous-mêmes, nous arrivons à la phase opérationnelle la plus attendue des professionnels. Nous vous écouterons donc avec attention, Monsieur le Président, sur les actions et les moyens que le Conseil régional va mettre en œuvre. Sachez que l'attente des entrepreneurs est forte sur les marchés de la construction durable pour laquelle ils sont formés. Quant au plan de rénovation énergétique de l'habitat et la mise en place des guichets uniques, une seule idée s'impose, la simplification. L'accès à l'information sur les aides, ANA, CIDD, COPTZ, et les financements pour les particuliers et les maîtres d'ouvrage doit être facilité. Enfin, nous attendons avec impatience la relance de la construction, du logement, pour tous, annoncée par le Premier ministre le 8 avril dernier, et nous sommes à la disposition de l'État et de la région pour en finir avec les freins qui empêchent la construction là où les besoins existent. J'invite donc tous les professionnels de la filière à nous rejoindre pour construire ensemble une Bretagne durable. Merci beaucoup. Président, je vous en prie, installez-vous ici et je vais demander au président Massiot de venir nous rejoindre maintenant. Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne. Nous sommes apparemment tout oui et assez impatients, pour tout vous dire. Ça fait partie de vos caractéristiques, me semble. C'est ça, tout à fait. Très bien. Bien. Messieurs les présidents de la Fédération nationale, régionale, les fédérations départementales du bâtiment, Monsieur le maire de Saint-Brieuc, mes chers collègues élus, mesdames et messieurs, je vous remercie, messieurs les présidents, de m'avoir invité avec mes collègues à cette matinée d'échange très éclairante qui prouve combien les professionnels du bâtiment sont conscients et pleinement acteurs des transformations que connaît aujourd'hui le monde de la construction. Ces transformations sont douloureuses. Preuve en est la destruction silencieuse, on en parle beaucoup moins que bien d'autres, de 7 000 emplois et la disparition de nombreuses entreprises depuis 2008. Le bâtiment demeure, malgré la crise, un pilier essentiel de l'économie bretonne. De plus, vous avez démontré ce matin que le bâtiment réagit et a entamé une mutation profonde de ses métiers et de son activité
pour répondre aux enjeux énergétiques et écologiques notamment. À terme, toutes nos filières, de l'agroalimentaire à la pêche, en passant par l'automobile, la réparation navale, les nouvelles technologies, toutes y seront confrontées. Votre filière est à l'avant-garde de cette transition. Votre rôle est et sera essentiel. Les bâtiments en Bretagne représentent 45% de la consommation énergétique et 23% des émissions de gaz à effet de serre. Le Conseil régional partage votre conviction que le bâtiment durable comporte un potentiel considérable d'activité, d'innovation et donc de création d'emplois. C'est pourquoi nous avons élaboré avec vous, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président Lenormand, le plan bâtiment durable breton en concertation avec les professionnels. Je tiens d'ailleurs à remercier la FRB pour sa très forte implication. La qualité des tables rondes montre que la prise de conscience est en marche, même si les diagnostics portés ici ou là peuvent donner lieu à discussion. Le plan bâtiment durable breton sera présenté jeudi prochain, après-demain, en session du Conseil régional. Que contient-il? D'abord, deux grandes finalités. Permettre à chaque Breton de vivre et travailler dans des bâtiments fonctionnels, sains, économes et respectueux de l'environnement et lutter contre la précarité. Autre finalité, relancer une dynamique économique de création d'activités et d'emplois dans ce secteur du bâtiment. Ensuite, il détaille les actions concrètes et partenariales avec des objectifs chiffrés et 3 cibles d'intervention: les professionnels, les particuliers, les collectivités. Pour les professionnels d'abord, l'un des enjeux majeurs du bâtiment durable, vous l'avez rappelé ce matin, c'est la formation. Car aujourd'hui, la qualification n'est plus un avantage concurrentiel, elle est devenue un passage obligé pour les artisans et les entreprises. À partir du 1er juillet 2014, les particuliers ne pourront bénéficier d'aides financières que s'ils font appel à des entreprises qualifiées RGE. C'est pourquoi nous poursuivons l'objectif que toutes les entreprises positionnées sur la rénovation obtiennent cette mention le plus rapidement possible. Elles sont moins de 1000, vous l'avez dit, Monsieur le Président Lenormand, 900, avez-vous dit? Elles sont moins de 1000, donc aujourd'hui en Bretagne. La marche est encore haute. Compte tenu de l'urgence, des actions seront lancées dès cette année pour faciliter l'accès aux formations, mais aussi pour adapter les programmes de formation initiale et continue aux nouvelles exigences, pour développer les plateformes techniques ou les ressources numériques, pour former les formateurs, etc. À moyen terme, nous souhaitons aussi mieux accompagner les entreprises dans la gestion du risque lié à l'innovation et encourager les groupements d'entreprises. Tout cela, nous le mettrons en œuvre en partenariat avec les organisations professionnelles et l'OPCA Constructis. Concernant les particuliers, notre objectif, votre objectif, est de massifier les rénovations. En 2013, cela a été dit, environ 18 000 logements privés ont été rénovés en Bretagne. À partir de 2020, il faut que 45 000 logements soient rénovés tous les ans par des travaux ambitieux et de qualité. Cela représente à minima 15 000 emplois et au bas mot un chiffre d'affaires potentiel supérieur à 10 milliards d'euros à répartir sur tout le territoire breton dans les 2 décennies à venir. Pour parvenir à ces 45 000 rénovations par an, nous savons que le nerf de la guerre est l'accès des particuliers au financement. Dans le plan bâtiment, nous proposons donc 2 outils, un fonds de garantie régional, vous l'avez souhaité, Monsieur Lenormand, et des tiers financeurs. Habituellement, lorsqu'un particulier souhaite rénover son logement, il va d'abord frapper à la porte de son banquier. Ils montent ensemble un dossier. Mais les collectivités et l'État proposent aussi des aides et des subventions dont l'instruction passe également
par des dossiers constitués. Nous étudions donc le montage d'un tiers financeur régional qui collecterait prêts bancaires et subventions. Il financerait les travaux à la place du propriétaire et se rembourserait ensuite sur la base des économies d'énergie réalisées. Des collectivités comme Brest Métropole Océane ont déjà expérimenté ce dispositif, cela a été évoqué. Notre objectif est de faire en sorte que le tiers financeur régional puisse couvrir tout le territoire de la Bretagne. Par ailleurs, le président de la République a annoncé en septembre dernier la création d'un fonds de garantie des prêts à la rénovation pour que les banques puissent offrir des prêts plus avantageux aux particuliers. Nous proposons de régionaliser ce fonds pour étendre la garantie aux situations qui ne seront pas couvertes par ce fonds national, par exemple les tiers financeurs. Enfin, nous voulons rassembler les structures de conseil sur les territoires pour que les particuliers puissent à un seul endroit et avec un seul dossier être accompagnés depuis le diagnostic jusqu'à la réception des travaux, à l'image de ce qu'a fait la SEMPI. Nous le faisons en bonne intelligence avec l'État et le plan de rénovation énergétique de l'habitat. On pourrait d'ailleurs compléter utilement ces dispositifs par l'objectif de simplification absolument nécessaire que les tables rondes ont bien fait ressortir. Les collectivités sont notre troisième cible, car lorsque leur commande publique est exemplaire, elles récompensent les entreprises bretonnes qui se forment, qui innovent et qui travaillent ensemble, mot que j'ai entendu souvent ce matin. Nous les encouragerons à travers un guide de bâtiments durables et un accompagnement en lien avec le réseau Bruded. Avec l'État et Foncier de Bretagne, nous soutiendrons également les communes qui développent des projets globaux de rénovation de leurs centres-bourgs pour limiter la consommation foncière en périphérie. Voilà quelques-unes des actions principales de ce plan, qui en comporte beaucoup d'autres, destinées à être lancées à court, moyen et long terme. À court terme, pour répondre à la conjoncture défavorable que vous avez soulignée, à moyen et long terme, pour faciliter la mutation de toute la filière vers le bâtiment durable. Je terminerai en rappelant que ce n'est pas le plan bâtiment du Conseil régional, mais le plan de tous ceux qui se sont associés à sa réalisation. C'est pourquoi nous avons proposé à la FRB, notamment, de rédiger une convention d'application de ce plan pour déterminer nos engagements, nos moyens financiers et nos responsabilités partagées. Le travail ne fait donc que commencer, Monsieur le Président Lenormand. Merci. Monsieur le Président, si vous voulez bien vous installer sur scène pour la photo tout à l'heure, mais je vais demander à un troisième président de venir nous rejoindre, le président de la Fédération française du bâtiment, Monsieur Didier Riederegger. Rarement vu autant de présidents dans la même matinée. Mais ils ont bien fait de refaire le parc à scooter ici au parc des expositions, parce que tous les présidents se promènent en scooter maintenant. En revanche, on aura trop de croissants au déjeuner. Trop de croissants. Très bien. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le maire de Saint-Brieuc, Mesdames et Messieurs, chers amis entrepreneurs, c'est pour moi un grand plaisir d'être là parmi vous ce matin pour ces assises de la construction durable, acte 2. Je voudrais devant vous remercier bien évidemment Yvon Lenormand, président de la Fédération régionale, mais également remercier les présidents Gégou, Moulec, Le Teuf et Vanel pour leur engagement, leur pugnacité au sein du conseil d'administration de la Fédération française du bâtiment, témoigner de leur engagement sans faille et du travail qu'ils réalisent en permanence pour le bien de notre secteur de la construction. Et si vous en êtes d'accord, je souhaiterais les applaudir avec vous. Alors, c'est un exercice toujours très difficile de terminer une réunion de cette qualité par un discours bref, pertinent, intéressant. Néanmoins, je vais essayer de me livrer à cet exercice en mettant en exergue 3-4 enjeux majeurs pour
la construction, les artisans et les entreprises. Premier enjeu majeur, incontestablement, c'est de retrouver du volume d'activité. Nous souffrons depuis maintenant beaucoup trop longtemps, ça a été rappelé, 5 ans, 6 ans, d'un manque d'activité criant. Il faut dire que notre secteur ne s'est pas remis de cette crise mondiale de 2008. Si certains secteurs ont repris une certaine couleur, une certaine vivacité, il faut bien dire que nous, malheureusement, eh bien, depuis 2008, alors c'est vrai, certes, après 10, 11 bonnes, même très bonnes années de croissance, dans les années 96-2007, effectivement, la croissance était là. Et nous sommes habitués à ces cycles. Mais néanmoins, il faut bien dire que le cycle baissier que nous vivons depuis 2008, eh bien maintenant, laisse des traces extrêmement fortes dans notre outil de production. Et globalement, nos artisans, nos entreprises, eh bien, sont dans une situation extrêmement difficile, extrêmement compliquée, avec des carnets de commandes très faibles, tu l'as rappelé, mon cher Yvon, mais également des trésoreries quasiment exsangues. Donc c'est un outil de production qui aujourd'hui est à bout, et il faut absolument, mais le nombre de messages que nous passons au pouvoir public en permanence, au gouvernement, quelle que soit leur couleur, eh bien c'est il faut agir vite et fort maintenant pour nos artisans, nos entreprises, parce que c'est un secteur qui mérite, bien évidemment, ça a été rappelé, l'importance de notre activité construction dans l'activité économique de notre pays, et il faut aider d'une manière massive notre secteur pour retrouver de l'activité. Alors, l'argent ne suffira pas. Et c'est bien là une des difficultés de cet enjeu. L'argent ne suffit pas. Il faut absolument que notre pays, nos concitoyens, retrouvent de la confiance. Et la confiance, finalement, on la trouve, eh bien, dans la visibilité, dans la lisibilité et dans la stabilité. Je crois qu'il faut avoir du courage politique, tracer une ligne droite, lisible, claire, comprise, appréhendée par chacun d'entre nous, de manière à ce que bien, nous travaillons tous ensemble pour un objectif compris, de manière à ce que, globalement, cette confiance eh bien, soit au rendez-vous, au bout du chemin. Alors, ça ne se décrète pas, cette confiance, ça se travaille, mais il faut absolument que les pouvoirs publics comprennent que sans cette confiance des Français dans l'avenir, eh bien, il n'y aura pas de rebond, et particulièrement dans notre secteur. Autre, je ne peux pas faire autrement, mais j'en suis intimement persuadé, autre enjeu, bien évidemment, c'est l'efficacité énergétique. Alors, j'ai entendu, pas l'ensemble de vos tables rondes, mais j'ai entendu la deuxième et la troisième, et bien évidemment, je partage beaucoup de choses qui ont été évoquées. Mais au moment où, justement, l'efficacité énergétique apparaît comme un élément extrêmement important pour nos entreprises, le rebond d'activité, eh bien, je déplore que 2 mois maintenant, 2 mois et demi avant la mise en œuvre de l'éco-conditionnalité, eh bien, que nous soyons dans le parfait brouillard. Et là, je lance vraiment un cri d'alarme au gouvernement. Alors, je sais bien que les ministres ont changé, les ministères sont en phase de reconstruction, les cabinets se mettent en place, mais est-il normal que 2 mois et demi avant la mise en œuvre de l'éco-conditionnalité, la convention pour la formation de nos entreprises, la convention FIBAT, auquel la Fédération française du bâtiment a très largement contribué, comment se fait-il que cette convention ne soit pas encore signée alors qu'elle devait être signée fin février? Ça signifie qu'aujourd'hui, nos entreprises qui se dirigent vers la qualification, vers le reconnu Grenelle de l'environnement, eh bien, sont incapables de se faire rembourser leurs dépenses. Est-il normal que 2 mois et demi avant la mise en œuvre de l'éco-conditionnalité, éco-prêt à taux zéro, crédit d'impôt développement durable, autant de sujets sur lesquels nous sommes en plein brouillard? Voilà 2 ans maintenant que nous avons fixé la date du 1er juillet 2014 comme démarrage de l'éco-conditionnalité. Or, le flou dans lequel nous nous trouvons actuellement, il va falloir informer les particuliers, informer les entreprises qui ne sont pas formées. Il y a un enjeu considérable d'accompagnement dans ce RGE. Alors j'ai bien entendu les efforts, effectivement, et je les en remercie, de l'ADEME sur le RGE, l'accompagnement, j'éco-rénove, donc j'économise, etc., etc. Mais si derrière, nous n'avons pas le premier élément d'information à communiquer à nos entreprises et aux particuliers, à nos clients, comment voulez-vous que cela fonctionne?
Donc, c'est à mon sens, aujourd'hui, en termes d'efficacité énergétique, un enjeu essentiel. Je relève également, et là je m'adresse à tous mes amis entrepreneurs, je relève également ce qui a été dit dans une table ronde, je crois que c'est la 3e, nous devons faire un effort en termes d'offres. Parce que nos clients sont là, les besoins sont là, mais je pense qu'en termes de visibilité, de notre savoir-faire, de ce que peuvent offrir nos entreprises aujourd'hui, eh bien, il y a, me semble-t-il, un gap important à combler et nous devons faire des progrès notables en matière d'offres. Enjeu important, tu l'as dit, mon cher Yvon, la pénibilité. Monsieur le Président, je me permets de me tourner vers vous, car on m'a dit que vous aviez l'écoute des grands de ce pays. Donc, je sais que vous aurez à cœur de relayer notre inquiétude sur ce dispositif complètement absurde, kafkaïen, qui est la mise en œuvre du compte pénibilité. Nous ne sommes pas contre le fait de faire des progrès dans nos métiers. Et d'ailleurs, je crois que depuis des années et des années, j'ai vu le nom de l'OPP-BTP qui s'est affiché tout à l'heure, certainement dans l'aide pour le financement du petit film qui a été fait. Nous sommes en permanence avec les industriels pour essayer d'améliorer la pénibilité, l'environnement de nos chantiers. Mais est-il nécessaire de mettre en œuvre ce dispositif invraisemblable, cette usine à gaz invraisemblable, qui d'ailleurs produira certainement très très peu de gaz? Mais est-il normal qu'aujourd'hui, face à la décroissance de nos marchés que je viens d'évoquer depuis maintenant 6 ans, on vient nous mettre un dispositif invraisemblable? Alors j'ai quelque espoir, parce qu'à force de dire dans tous les ministères, au niveau du Premier ministre, au niveau du Président de la République, arrêtez. Aujourd'hui, effectivement, l'Interpro, que ce soit la CGPME ou le MEDEF, relaie notre inquiétude parce qu'ils viennent de comprendre l'invraisemblable du sujet. Alors, la mission confiée à M. de Virville, qui vient de déposer son rapport, ne nous satisfait pas du tout. Imaginez, il va falloir mesurer le pousser, tirer, le lever, porter, 15 kilos pendant 80 heures par mois, l'environnement du bruit, mais c'est impossible. Dans une activité comme la nôtre, où nos compagnons changent plusieurs fois par semaine de chantier, sont amenés à faire des tâches extrêmement diverses, comment voulez-vous mesurer cette pénibilité? C'est absolument impossible. Imaginez que chaque jour, il faudra remplir pour nos salariés, chantier par chantier, cette fiche de mesure de la pénibilité, cette mesure des seuils d'exposition. C'est impossible. Donc c'est vraiment aujourd'hui une mobilisation forte de tous nos artisans, de tous nos entrepreneurs pour dire stop à cette invraisemblable machine kafkaïenne qui va d'abord coûter une fortune, puisque on parle de 1,8% sur la masse salariale de nos entreprises, mais il faut y ajouter le temps de gestion pour nos entreprises. Imaginez que le chef d'entreprise, le soir, il va être obligé de remplir, dans une entreprise un peu plus importante, il va être obligé d'embaucher 1, 2, 3, 5, 6, 10 personnes, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc cela, c'est vraiment un enjeu aujourd'hui majeur pour nos entreprises. Autre enjeu majeur pour nos entreprises aujourd'hui dans cet environnement compliqué, c'est le travail illégal. Le travail illégal, et bien évidemment, j'y inclus en priorité le travail au noir, certes, mais j'y inclus dans mon esprit les fameuses lois européennes, ce qu'on appelle des directives, qu'elles soient directives détachement des travailleurs ou directives détachement des entreprises. Alors, j'étais hier à Bruxelles, où j'ai rencontré le président Barroso, avec lequel nous avons pu échanger sur ces problèmes. Je vous laisse entendre la compréhension qui est la sienne de notre position. Le bâtiment veut protéger ses métiers, le bâtiment veut protéger son outil de travail, le bâtiment n'est pas ouvert à la concurrence. Non. La concurrence, nous y sommes malheureusement très habitués. Nous disons seulement qu'aujourd'hui, les lois européennes, ces directives détachement des travailleurs, directives des entreprises, conduisent à une fraude insupportable pour nos entreprises. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes contre la fraude. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on voit des travailleurs détachés qui viennent travailler pour des 2, 3, 4, 5, 6 euros de l'heure, de Roumanie, de Pologne, de Slovaquie? Comment voulez-vous que nos entreprises puissent résister à cette concurrence illégale?
C'est absolument impossible. C'est pourquoi notre fédération, avec d'ailleurs, et je la salue, Madame Guittet, députée parlementaire du Finistère, et ainsi que M. Gilles Savary, parlementaire d'Aquitaine, nous avons travaillé sur une proposition de loi. Cette proposition de loi, aujourd'hui, qui est passée devant l'Assemblée nationale, vient devant le Sénat. Qu'est-ce qu'elle dit, cette proposition de loi? Elle dit que nous allons co-responsabiliser les maîtres d'ouvrage. Je pense qu'il est important que les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics ou même des entreprises, ils ne peuvent pas s'exonérer à un moment ou à un autre de savoir qu'ils ont recours à une main-d'œuvre dont le prix est anormalement bas. On ne peut pas, à un moment ou à un autre, dire « Ah, ben c'est formidable, j'ai quelqu'un qui va me construire, qui va me réaliser une prestation, eh bien 30, 40, 50%, 60% moins cher que l'ensemble des autres prix que je viens d'obtenir. » Ce n'est pas possible. Il faut bien, à un moment ou à un autre, le mettre devant ses responsabilités. Ce prix n'est possible parce que derrière, il y a de la fraude. Il y a de la fraude à la ressource humaine. Eh bien, ça, c'est intolérable. Et c'est l'esprit de cette proposition de loi, que j'espère va être adoptée prochainement, et dès sa promulgation, qui montrera son efficacité. C'est évidemment une attente extrêmement forte de la part de nos entreprises et de nos artisans. Autre sujet bien évidemment important, c'est l'apprentissage. Je crois que ça a été d'ailleurs voulu par nos présidents de fédération, car vous savez tous ici, mes amis, que la jeunesse, nos enfants en quelque sorte, eh bien, nous devons en priorité penser à eux, nous devons en priorité penser à leur avenir professionnel. Et là encore, les freins qui ont été levés, enfin qui ont été évoqués, pardon, qui ne sont pas encore levés, donc vous voyez, j'ai tellement envie qu'ils soient levés, je pense déjà qu'ils le sont, concernant la durée du travail, l'utilisation de machines, etc., eh bien, ces freins doivent être rapidement levés. Il y a, comme vous le savez, une réforme qui a provoqué beaucoup d'émoi dans nos rangs. Et je le comprends parce que j'ai été en première ligne pour aller contre un certain nombre de points de cette réforme qui me semblaient donc ne pas aller dans notre sens. Et en termes de mutualisation des besoins, et principalement sur l'apprentissage, eh bien, pour moi, le compte n'y était pas. Malheureusement, cette réforme a été adoptée. À nous, aujourd'hui, de trouver eh bien, les bonnes voies, les bonnes sorties pour sortir par le haut, de manière à ce que nous continuions eh bien, d'accompagner tous ces jeunes que nous avons vus. Voilà, mes amis, ces quelques points sur lesquels je souhaitais échanger avec vous, mais je voudrais revenir sur ce que je disais en début d'intervention. La confiance est pour moi le principal sujet. Et il est vrai que les récentes dispositions qui ont été annoncées en ce qui concerne le crédit d'impôt compétitivité emploi, le CICE, le maintien des allègements de charges et également l'absence de charges au niveau du SMIC, la recomposition en quelque sorte de la pente de l'allègement Fillon entre 1 SMIC et 1,6 SMIC, plus la diminution des charges patronales familiales, même si elles vont se produire en deux temps, en 2015 et en 2016, eh bien évidemment, c'est un message d'espoir, c'est un message sur lequel je veux compter parce que nos entreprises ont besoin de retrouver de la simplification. Ça a été également annoncé par M. Mandon et M. Poitrinal, mais on a besoin concrètement d'être aidés financièrement et incontestablement, ces dispositifs vont dans le bon sens. Alors, tout à l'heure, dans les deux films qui ont été extrêmement drôles, où nos présidents ont joué un rôle parfois un peu surprenant, dans lequel on n'a pas l'habitude de les retrouver, ils ont dit « Quel est l'avenir pour le bâtiment ?» Eh bien, mes amis, l'avenir, il est... Si nous sommes présents sur tous ces enjeux, c'est un avenir extrêmement porteur. Et je suis un homme optimiste de nature, et je crois sincèrement en nos métiers. Nos besoins sont, aujourd'hui nationaux, sont énorme. Nous avons un besoin de logement, un besoin d'équipement, un besoin de maintenance, de réhabilitation. Ce sont des métiers éternels, les métiers du bâtiment. Et grâce à vous et grâce à votre engagement, eh bien, nous saurons retrouver prochainement, j'espérais que ça soit à la fin de cette année 2014, mais incontestablement, j'ai le sentiment que nous avons touché, pour reprendre une expression
convenu, toucher le fond de la piscine. Et je suis sûr que tous ensemble, eh bien, devant toutes ces actions que nous menons sur l'efficacité énergétique, sur ces allègements de charges, sur cette simplification sur laquelle la Fédération française du bâtiment a beaucoup travaillé dans la simplification des normes et des réglementations, eh bien, nous aurons un avenir meilleur. En tout cas, je le souhaite ardemment. Eh bien, mes amis, en avant le bâtiment, c'est le moment de le dire. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'avais une petite... On m'a dit que vous étiez venu avec un cadeau. Voilà, alors j'avais un cadeau, j'ai toujours d'ailleurs un cadeau, hein, je ne l'ai pas laissé en route, mais il est tellement important que je voudrais qu'on vienne m'aider pour... Ah, très bien. Voilà. Donc si quelqu'un... Il y a déjà Dominique qui est là. Voilà. Voulez-vous que je porte quelque chose, que je le mette d'un côté? Non, c'est bon? Je vous laisse faire? Voilà. Le bâtiment réunit tous les talents. Pour en Bretagne. Dominique, vous avez fait quoi du président? On a changé de président. Je ne sais pas si on a changé, mais en tout cas, il a disparu pour l'instant. En tout cas, c'est une petite mise en bouche avant ce qui vous attend justement pendant le déjeuner, parce que la magie sera au cœur, effectivement, de ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Je vous tenais à vous remercier les uns les autres pour vos participations. Je vais demander à tous les intervenants de venir sur cette scène pour qu'on fasse la photo de famille. Je vous remercie d'avoir été les acteurs, justement, de cette matinée à travers vos petits SMS. Continuez à échanger, hein. Continuez à communiquer les uns avec les autres. L'un ne peut pas travailler sans l'autre et vice-versa. On l'a dit, c'est tous ensemble qu'on fait avancer les choses en permanence et dans votre métier en particulier. Merci encore. Je vous souhaiterais un bon appétit d'ici quelques instants. On fait juste une petite photo. Président, vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Oui, j'aurais bien aimé que nos partenaires nous rejoignent au BTP, SMA BTP et la banque. Parfait, on va se... Tenez, je vais pousser ça. On va se mettre un peu plus devant. Ainsi que les gens de la fédération qui ont œuvré, la fédération régionale qui ont œuvré à cette matinée. On va se mettre plutôt devant. Comme ça, on aura la bonne lumière. Hop. Dominique, Sylvie, Philippe, j'en oublie.